Bonjour tout le monde. Pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je dois me présenter. Donc mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire, autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Le titre de la vidéo aujourd'hui, c'est 27 caractéristiques identiques entre un pulsar en début de sa vie et les sphères célestes noires qui ont des caractéristiques identiques toute leur vie. Donc, entre leur naissance et leur mort. Donc, entre leur naissance à la suite d'un éclatement en supernova de leur mère, ou d'un éclatement en hypernova, ou d'un éclatement en surface, non, pas en surface, mais oui, un éclatement en surface au début, mais après ça qui se transforme en une explosion supernova ou hypernova. Donc de grandes explosions qui permettent la naissance des sphères célestes noires. Et donc, par contre, je dois vous parler de mon problème ORL. Hier, j'ai passé 8 heures de traitement et de légères pauses entre les traitements pour laisser agir le traitement, pour essayer de faire des vidéos, mais j'ai été capable seulement après 8 heures de traitement et de pause. Donc j'ai perdu une grande partie de ma journée à décongestionner ma zone ORL qui est au-dessus des yeux, qui contourne mes oreilles, et tout le côté gauche et droit du cou et qui descend jusqu'ici. Et hier, j'avais même un symptôme nouveau que je n'ai pas connu depuis très très longtemps, depuis 11 ans en fait, environ. C'est une douleur au centre de l'omoplate droite. Donc, voici pour ça. Et donc, comme j'ai dit dans des vidéos antérieures de courtes explication, j'ai absolument besoin d'un retrait, d'un curage ganglionnaire, de mon ganglion infecté qui est dans mon cou du côté droit. Donc, s'il n'y a pas de retrait de ce ganglion-là infecté, un ganglion lymphatique infecté, j'ai aucune chance de guérir. J'ai beau avoir inventé au-delà de 200 traitements et au-delà de 300 traitements combinés, c'est impossible de guérir sans le retrait entier du ganglion infecté. Donc, c'est tout pour le côté ORL. Donc, comme je disais, les trous noirs et les pulsars millisecondes en début de vie, qui ont une taille qui varie entre nain et géant. Et dans le cas des pulsars millisecondes géants, ils sont appelés aussi magnéteurs par les autres astrophysiciens, sans savoir qu'ils ont la même vitesse que les pulsars millisecondes au début de leur vie et la même vitesse que celle des sphères célestes noires qui est de 716 rotations par seconde ou plus. Donc voilà, donc une première caractéristique qui est la même pour les pulsars millisecondes en début de vie, c'est une température interne moyenne qui est la plus élevée de tous les objets de l'univers. 2. Une pression interne moyenne qui est elle aussi la plus élevée de tous les objets de l'univers, et donc pour toute la durée de vie des sphères célestes noires, mais pour seulement le début de la vie des pulsars millisecondes, qui varient entre nains et géants qui sont des magnéteurs. Et donc, parce qu'après environ 1 million à 2 millions d'années, du début de leur vie des pulsars millisecondes, leur vitesse diminue légèrement, mais aussi ils n'ont plus une pression interne moyenne qui est aussi élevée que celle des sphères célestes noires. Aussi, donc, une vitesse de rotation interne, ça c'est la même chose. Au début de leur vie, elle est la plus élevée et la même que celle des sphères célestes noires, mais après 1 million à 2 millions d'années, à partir du début de leur vie, elles perdent cette vitesse-là. Cette vitesse-là est moins rapide, devient légèrement moins rapide que celle du début de leur vie et que celle des sphères célestes noires. Donc, aussi une gravité de surface moyenne qui est elle aussi la plus élevée des sphères et des pulsars millisecondes en début de vie. 5. Certaines des forces gravitationnelles moyennes internes qui sont elles aussi les plus élevées en début de vie pour les pulsars millisecondes.
certaines forces gravitationnelles internes qui sont uniques et les plus puissantes avec celles d'un pulsar milliseconde en début de vie. 7. Des forces gravitationnelles moyennes externes qui sont elles aussi les plus puissantes de tous les objets de l'univers pour le début de vie des pulsars millisecondes et pour toute la durée de vie des sphères célestes noires. 8. Une force centrifuge moyenne qui est la plus élevée avec celle des pulsars millisecondes en début de vie. 9. Des forces gravitationnelles externes qui sont elles aussi les plus puissantes de tous les objets de l'univers et pour les pulsars millisecondes en début de vie parce qu'elles leur permettent, à partir de leur naissance, à capturer tous les objets qui sont à leur portée et donc et qui sont les plus proches de la sphère céleste noire qui naît ou du pulsar milliseconde qui naît. Et donc, à ce moment-là, il se trouve à capturer tous les objets les plus proches d'eux, en les volant à d'autres objets qui sont plus éloignés. Pourquoi? Parce que leur naissance et leur présence de nouveaux objets très, très puissants ont pour conséquence de voler des objets à des objets qui sont plus éloignés de ces objets-là. Donc, tous les objets qui sont plus proches voisins d'une sphère céleste noire qui naît ou d'un pulsar milliseconde qui naît. Donc, il se trouve à capturer tous ces objets en produisant avec eux un mariage gravitationnel qui les oblige à partir de ce moment-là à tourner autour de la nouvelle sphère céleste noire qui vient de naître ou du pulsar milliseconde qui vient de naître. 10. Une force attractive d'insertion interne unique qui est la plus puissante avec celle d'un pulsar milliseconde en début de vie. Et donc, et c'est celle qui est responsable parce que les autres scientifiques croient que les sphères célestes noires sont seulement des trous noirs. Et donc, en fait, les trous noirs sont juste une partie des sphères célestes noires et leur force, c'est grâce à leur force d'insertion et grâce à un autre élément qui sont capables d'aspirer et d'avaler tous les objets qui se présentent à la portée de leur zone circulaire d'engloutissement grâce à leur force attractive d'insertion interne unique qui est la plus puissante de tous les objets pour les sphères célestes noires pour toute leur vie et pour les pulsars millisecondes en début de vie. 11. Une force répulsive d'expulsion externe qui est la plus puissante avec celle d'un pulsar milliseconde. Ça, c'est celle de leur zone circulaire de sortie d'urgence. Donc, d'un côté de l'axe de rotation de la sphère céleste noire ou du pulsar milliseconde en début de vie, il y a sa zone circulaire d'engloutissement, mais à l'opposé de ces objets-là et à l'autre bout de leur axe de rotation, il y a leur sortie d'urgence, leur sortie circulaire d'urgence. Et donc, dans plusieurs cas, ça les empêche d'éclater en surface et ensuite en une explosion relativement faible en nova, comme ça a été le cas pour notre petite sphère céleste noire antérieure, qui est responsable de la naissance de notre pulsar milliseconde en début de vie, qui s'est transformé par la suite en notre Soleil. Et qui est responsable aussi tous les débris des 93 contenants flottants de notre petite sphère céleste noire antérieure. Tous ces débris-là ont servi à former les 4 planètes ainsi qu'une partie des astéroïdes de la ceinture principale. Donc, 12. Une force répulsive gravitationnelle moyenne qui est la plus puissante avec celle d'un pulsar milliseconde en début de vie par rapport aux autres objets. 13. Un champ magnétique moyen qui est le plus puissant avec celui d'un pulsar milliseconde en début de vie. Mais seulement pour le premier 1 million, 2 millions de leur début, de l'existence des pulsars millisecondes. 14. Des lignes magnétiques entrantes qui sont les plus puissantes avec celles d'un pulsar milliseconde en début de vie. Donc, c'est ces lignes magnétiques entrantes plus la force d'insertion qui permet
aux trous noirs qui sont en réalité des sphères célestes noires, donc qui permet à la zone circulaire d'engloutissement d'une sphère céleste noire de réussir à engloutir toute la matière qui se trouve à la portée de leur zone circulaire d'engloutissement. Et c'est la même chose pour les pulsars millisecondes en début de vie, pour leur premier million ou 2 millions de vie, du début de leur vie. 15. Des lignes magnétiques sortantes qui sont les plus puissantes avec celle d'un pulsar milliseconde parce que c'est celle qui est reliée, qui est en ligne avec celle de la force répulsive d'expulsion d'une sphère céleste noire ou d'un pulsar milliseconde en début de vie. Donc c'est ça qui permet, dans le cas de notre petite sphère céleste noire antérieure, ces lignes-là et cette force répulsive n'a pas été assez puissante et assez rapide pour empêcher notre sphère céleste noire antérieure d'éclater en surface et de permettre la formation, la naissance de notre système solaire. Et c'est la même chose pour tous les systèmes planétaires. Donc, tous ces systèmes planétaires-là qui naissent, c'est toujours à partir d'une sphère céleste noire qui est relativement petite et parmi les plus petites des sphères célestes noires. Voilà. 16. Un mur gravitationnel sphérique qui est unique pour les sphères célestes noires de toute taille, ainsi que pour les pulsars millisecondes en début de vie. Et donc, qui empêche, en fait, qui permet au trou noir d'engloutir seulement de la matière au niveau de sa zone circulaire d'engloutissement, parce que sa zone circulaire est en rapport avec une zone circulaire dans le mur gravitationnel sphérique. Et donc, c'est pour ça que il existe juste une zone circulaire d'engloutissement pour les sphères célestes noires, comme pour les pulsars millisecondes en début de vie. 17. Une première zone circulaire est celle de la zone circulaire d'engloutissement, comme je disais plus tôt, au niveau de son pôle négatif de chaque sphère céleste noire ou d'un pulsar milliseconde en début de vie. Et donc voilà. 18. Une deuxième zone circulaire est celle de la zone circulaire de sortie d'urgence au niveau de son pôle magnétique positif de chaque sphère céleste noire et de pulsars millisecondes en début de vie. 19. Un premier rebord circulaire du mur gravitationnel sphérique qui est localisé au niveau de son pôle magnétique négatif et qui est unique pour les sphères célestes noires et les pulsars millisecondes en début de vie. Parce que ça permet à leur zone circulaire d'engloutissement de pouvoir se manifester grâce à cette ouverture-là. 27. Une capacité exceptionnelle et unique pour les sphères célestes noires de ne laisser aucune lumière et énergie s'échapper de sa zone circulaire d'engloutissement. Et donc, c'est connu, et donc de sa zone circulaire d'engloutissement qui est en réalité le truc que les autres scientifiques appellent trou noir. Ce qui est la même chose. Donc, zone circulaire d'engloutissement et ce qu'ils appellent trou noir, c'est l'endroit où toute la matière peut être aspirée lorsqu'elle se présente à la portée d'un trou noir qui est plus spécifiquement une zone circulaire d'engloutissement. 28. La vitesse d'absorption qui est la plus puissante sans retenue apparente au niveau de sa zone circulaire d'engloutissement, de son pôle magnétique négatif. De sorte que c'est ce qui a permis, et c'est la même chose pour les pulsars millisecondes en début de vie, et c'est ce qui a permis donc à notre petite sphère céleste noire antérieure d'éclater en surface et ensuite en une explosion relativement faible pour la formation de la première étoile qui rayonne, qui est un petit pulsar milliseconde nain, et l'expulsion des débris qui ont permis la formation des 4 planètes et une partie des astéroïdes de la ceinture principale. 22. La vitesse interne de stockage qui est relativement élevée entre leur naissance et jusqu'à leur mort, sauf dans le cas d'une petite sphère céleste noire, qui est celle de notre petite sphère céleste noire antérieure, parce que dans son cas, elle n'a pas pu... donc la vitesse d'absorption, elle n'a pas pu s'adapter
à une trop grande absorption de matière liquide et gelée, suffisamment liquide et gelée, qui a mené vers l'éclatement en surface de notre petite sphère céleste noire antérieure. Donc, aussi, une vitesse interne de stockage qui est relativement... Ah oui, c'est ça, c'est celle-là. Mais dans le cas de notre petite sphère céleste noire antérieure, elle n'a pas été assez rapide pour s'adapter à l'immense quantité de matière liquide et gelée qu'elle s'est trouvée absorber, ce qui l'a mené vers l'éclatement. 23. Un deuxième rebord circulaire du mur gravitationnel sphérique qui est localisé au niveau de son pôle magnétique positif et qui est unique pour les sphères célestes noires durant toute leur vie et pour les pulsars millisecondes en début de vie. Et où se trouve la zone circulaire de sortie d'urgence au niveau de son pôle magnétique positif qui est la même que qui est la même sortie d'urgence, la même zone circulaire de sortie d'urgence que celle d'un pulsar milliseconde en début de vie. 25. La zone circulaire de sortie d'urgence, donc, au niveau de son pôle magnétique positif, qui est unique entre la naissance et la mort des sphères célestes noires, mais aussi en début de vie des pulsars millisecondes. 26. La vitesse d'expulsion externe au niveau de sa zone circulaire de sa sortie d'urgence est la même que celle d'un pulsar milliseconde qui varie en taille entre nain et géant. Donc ici, vous avez, ça c'est une sphère céleste noire, donc qui est au centre d'une galaxie qu'ils appellent galaxie active. Et ça ici, c'est un autre exemple de sphère céleste noire ou de magnétar. Et ça c'est important de l'expliquer parce que dans le cas de la petite sphère céleste noire, elle était trop petite pour résister à la trop grande quantité de matière qu'elle a absorbée. Matière liquide, suffisamment liquide et congelée pour la faire éclater en surface. Mais dans le cas des magnétars ou des sphères célestes noires supermassives, elles ne peuvent pas éclater en surface, comme les petites. Parce qu'elles sont trop grandes, trop massives, trop fortes, trop puissantes. 26. Donc, même si leur vitesse d'expulsion, et lorsque leur vitesse d'expulsion externe au niveau de leur zone de leur sortie d'urgence, pour les grosses, pour les magnétars et les sphères célestes noires supermassifs, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'ils se trouvent à produire, à rejeter le trop plein de matière absorbée en l'évacuant par la sortie d'urgence, mais aussi par la zone circulaire d'engloutissement. C'est pour ça qu'on voit à chaque extrémité des jets astrophysiques de matière qui proviennent d'une trop grande absorption. 27. La vitesse d'expulsion longiligne externe au niveau de sa zone circulaire de sa sortie d'urgence ainsi que de sa zone circulaire d'engloutissement entre leur naissance et leur mort, qui est la plus puissante de tous les objets, et pour celle des magnétars en début de vie, donc des pulsars millisecondes qui sont géants, surtout en début de vie. Donc pendant leurs premiers millions ou 2 millions d'années du début de leur existence et de leur naissance, et après leur naissance. Donc, merci et à la prochaine vidéo.